La tenue vestimentaire, un sujet au cœur de la jeunesse et de l'institution qui suscite facilement l'émotion, puisque l'on touche à l'un des piliers de l'humain, son identité, sa liberté d'être soi. Néanmoins, être soi nécessite parfois de se confronter à un cadre spécifique, comme c'est le cas du cadre scolaire. Enquête du jour, qu'est-ce qui se cache sous la guerre des codes vestimentaires à l'école? C'est sur Capsule Éducation. Un premier indispensable au niveau des lois, encore. L'article L111.1 du Code de l'éducation stipule que le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances et qu'à ce titre, tous les enfants doivent avoir accès à l'éducation, sans aucune distinction. De son côté, l'article 225.1 du Code pénal rappelle ce qu'est une discrimination et sur quoi elle se base. Concernant la tenue vestimentaire, cette fois, aucun article du Code de l'éducation n'interdit une tenue vestimentaire en particulier, exception faite de l'article L141.5.1 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires, ce depuis 2004. Deuxième indispensable du jour, cet épisode est le second de notre volet règlement intérieur, que l'on avait déjà abordé dans l'épisode 1, rien que ça. On nous laissait sur la conclusion qu'un règlement intérieur était indispensable pour maintenir l'établissement scolaire comme un lieu de formation et d'apprentissage égalitaire, neutre et sécurisé. Les tensions et débats autour du code vestimentaire, voire de l'apparence physique, ne datent pas d'aujourd'hui, pour la bonne raison qu'on assistait déjà à tout ce remue-ménage sous le Second Empire. Barbe prohibée par exemple, pour une histoire d'anarchisme. La mode des pantalons pour les femmes à partir de 1968, pas très bien acceptée non plus. Après 1970, d'autres modes, d'autres polémiques et d'autres revendications se sont développées autour de la tenue vestimentaire dans le cadre scolaire. Allez, souviens-toi! Les casquettes, la mini-jupe, les fameux pantalons baggy et les caleçons ou strings apparents, les jeans déchirés, les bandanas, les tongs, et aujourd'hui, ce sont les crop tops, la mode gothique ou punk, les imitations militaires, les chaussures néons, on n'en finit plus. Chaque époque a eu ses modes et tendances, chaque époque a eu ses restrictions et ses interdictions, et chaque époque a eu ses manifestations et ses revendications. La dernière en date vient de septembre 2020, après une polémique qui visait cette fois les leggings et les crop tops. Le résultat, une journée de protestation organisée dans les collèges et les lycées de France. Tout ça le 14 septembre 2020, avec pour mot d'ordre de mettre les crop tops en signe de protestation. Cette manifestation nationale vient en fait de la décision d'un établissement de renvoyer une élève se changer chez elle parce qu'elle ne portait pas une tenue décente ce jour, selon les personnels. Dans la même lignée de protestation en milieu scolaire, tu trouveras par exemple le 16 mai qui correspond aussi à la journée de la jupe. Une journée où chaque élève, garçon ou fille, est invité à porter une jupe pour lutter contre le sexisme dans les écoles. En réponse à cette manifestation du 14 septembre, Jean-Michel Blanquer, le ministre qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, a déclaré ceci, je cite, « Chacun peut comprendre que l'on vienne à l'école habillé d'une façon, disons, républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous. » Et fin de citation. Je te laisse trouver la source exacte dans la description pour que tu entendes par toi-même. La majorité des réactions s'est concentrée sur l'aspect tenue républicaine sans tenir compte du reste de la phrase. C'est-à-dire que si l'on se réfère à tenue républicaine comme celle que porte notre Marianne dans le radeau de la Méduse, bon, on le comprend autant hésitant du ministre, il n'est pas certain de ses mots, s'est exprimé avec une profonde maladresse, mais ce sont bien ses premiers mots qui ont envahi la toile, pas le reste. Monsieur Macron s'était quant à lui aussi exprimé sur le sujet suite à une question posée par un lycéen lors d'un de ses déplacements. Mais l'intervention n'ayant pas été filmée, je ne vais pas te livrer une citation non vérifiable. On retiendra en tout cas que dans ce sujet, l'expression tenue correcte exigée revient souvent. Rajoutons que tous ces débats autour de la tenue vestimentaire à l'école empruntent des idées, des arguments et des motifs à des dimensions qu'il convient de différencier pour bien les aborder. En effet, il y a un mélange éparpillé entre la vie privée, la sphère publique et la notion du pénal. La vie privée, c'est le droit de s'habiller comme on le désire, la liberté d'être soi. Sphère publique, c'est bien évidemment le cadre scolaire. Ça renvoie aux codes sociaux, aux conventions, à un cadre et à des règles. Et dans tout ça, il y a aussi la notion de droit et de pénal, d'une loi applicable à tous. Et si ce genre de débat a autant de difficultés à trouver un terrain d'entente, c'est bien parce qu'on se borne généralement à ne garder que le côté liberté individuelle, confronté à l'idée de sexisme. Sauf qu'on est en milieu scolaire et que le premier indispensable que je t'ai présenté sert à te rappeler que l'école ne souffre d'aucune discrimination.
D'accord. Sur le principe, ok. Que tous sont égaux, filles comme garçons, et non binaires. À partir de ce moment-là, le sexisme n'a plus rien à voir avec l'école, tout comme le racisme ou encore toute autre forme de discrimination. Théorie ou réalité, on va s'empresser de voir ça. Cacher ce vêtement que je ne saurais voir, oh là là. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle une tenue vestimentaire décente? Bah oui, qu'est-ce que c'est que cette fameuse décence? Le dictionnaire Larousse donne deux définitions. Il s'agit soit de respect des convenances, surtout en matière sexuelle, pudeur, soit de dignité dans l'expression, les manières, réserve, discrétion, tact. Ok, sauf qu'on utilise aussi les mots suivants. Correct, adapté, convenable, approprié, neutre, normal. Que de mots pour parler de quelque chose d'aussi simple. Et où est-ce que tu veux qu'on trouve du bon sens là-dedans? Ça sera une interprétation personnelle pour le coup, mais le mot que j'emploierais moi, ça serait plutôt adapté, parce que tous les autres font état de valeurs morales, d'un certain jugement, alors qu'adapté, lui, est un mot qui sous-entend un cadre, puisqu'il y a une adaptation. Même chose pour approprié, même si je ressens davantage le mot comme une valeur subjective. Adapté, c'est un élément qui dépend du lieu, du contexte et des circonstances. Une tenue vestimentaire adaptée au cadre scolaire, cette définition paraît plutôt acceptable. Ça y est, on a passé l'interlude vocabulaire, maintenant c'est le moment d'entrer dans la guerre des tissus pour de bon. Le crop top, le fameux, l'unique. Il faut d'abord se rappeler que ce haut est une tendance mondiale depuis les années 2010, une mode empruntée à la pop culture et peut-être même au sport féminin. C'est ce petit haut avec des airs de t-shirt et un nombril visible, si ce n'est plus selon sa taille, parfois ressemblant à un soutien-gorge sportif. On connaît le mimétisme et le besoin d'identification de la construction humaine, des mécanismes qui se forgent à l'enfance et à l'adolescence, tels que, par exemple, pouvoir ressembler au modèle qui porte ce vêtement, se retrouver dans cet idéal ou appartenir à un groupe qui a adopté la mode. Tout ceci m'amène donc à te dire que le crop top est aussi, quelque part, un objet social. Et qu'est-ce qu'on lui reproche à ce fameux tissu que l'on voit d'un mauvais œil à l'école? Dans son cas, c'est un vêtement majoritairement féminin et voir des garçons en porter relève d'une exception. C'est pourquoi la jante féminine voit ce rejet comme un geste sexiste associé à de la domination patriarcale. L'ambiguïté du tissu tient au fait que ce vêtement permet de revendiquer son corps comme un objet sexuel, en le mettant en valeur via l'apparition des formes. Mais aussi, dans le même temps, que le corps n'est pas un objet sexuel, que ce n'est pas sa fonction première, et que se mettre en valeur ne signifie pas chercher le regard et le désir des autres. Une liberté à double sens donc. D'autres exemples de guerre des tissus. Le port du couvre-chef et des manteaux. Quoi? Et oui, le couvre-chef tel que le chapeau, la casquette ou le béret, quoique un peu moins évident pour celui-là, est bien évidemment autorisé dans la cour, à l'extérieur des bâtiments, mais il n'est pas toléré dans l'enceinte même de la classe ou dans les couloirs. Pourquoi? Parce que le couvre-chef est considéré comme un accessoire qui s'enlève lorsqu'on rentre, pour des raisons de bienséance ou de vivre ensemble, et c'est la même chose pour les manteaux. Porter un couvre-chef ou un manteau en classe est interprété comme un signe d'irrespect ou de négligence, et on entend souvent la question suivante pour faire comprendre à l'élève quel est le problème. Tu ne gardes pas ton manteau ou ta casquette à la maison, alors pourquoi le ferais-tu en classe? Et c'est vrai, on ne garde pas sa casquette ou son manteau chez soi, alors pourquoi le faire à l'école? Le fait de découvrir sa tête ou d'enlever son manteau en classe est tout simplement le signe qu'on s'installe et qu'on se met dans son rôle d'élève, ou d'enseignant aussi bien sûr, bref, qu'on adopte la posture attendue. Ah, les tatouages. Si les tatouages faisant l'apologie d'un crime sont bien évidemment interdits, et on comprend pourquoi, l'interdiction des tatouages dans l'établissement semble pour le coup être abusive dans la mesure où il ne s'agit pas d'un vêtement ou d'un objet, donc il ne peut pas causer de dommages. Ce qui n'est en revanche pas le cas du piercing. Tout comme le couvre-chef et le manteau, son port est prohibé dans certaines parties de l'établissement. Le gymnase et tout ce qui touche au cours de PS en fait. En effet, le porter pendant le cours de sport peut entraîner des dommages sur le corps s'il y a un accrochage ou un accident ou quoi que ce soit de dangereux. Le règlement intérieur demande généralement de l'enlever pendant le cours de PS par simple mesure de sécurité. Un motif plutôt légitime. Rajoutons-y les shorts, les mini-shorts, les bermudas ou mini-jupes. Parfois même les jupes au-dessus du genou ou les jupes trop longues. Oui, aussi. Décolleté, pantalon taille basse parce que sous-vêtements visibles, talons hauts ou sandales, tongs, leggings, vêtements déchirés, style en particulier. En gros, tous les vêtements peuvent se retrouver bannis à un moment ou à un autre. Soit pour des motifs légitimes, soit pour des motifs abusifs. Mesures de sécurité, mesures de décence, comme on dit si bien, ou simple respect du code de bonne conduite pour d'autres. Les arguments ne manquent pas.
Justement, dans une époque où la question de l'image de soi et de l'identité en ligne devient incontrôlable, dans une époque où les élèves en viennent à revendiquer leur corps et leurs droits par des photos dénudées postées sur la toile, quelles sont les limites et les abus autour des codes vestimentaires? La ligne est si fine entre ces deux notions de limite et d'abus qu'elle en devient presque floue, voire carrément floue, d'autant qu'elle dépend de chaque établissement, de chaque sensibilité et de chaque public, parce qu'il n'y a aucun texte national pour accorder tout le monde. Pour rappel, c'est le règlement qui régit la vie de l'établissement, mais le règlement ne surpasse pas la loi, et c'est vrai, la loi n'interdit bien aucun vêtement en particulier. À partir de là, si l'on accepte cette revendication d'être soi en toutes circonstances, et donc de s'habiller selon ses envies et ses désirs, n'y a-t-il pas un seul vêtement que l'on peut interdire dans l'établissement? C'est là que la notion de cadre scolaire prend son sens. Qu'est-ce que le cadre scolaire? Je ne vais pas tout refaire l'épisode 1 pour toi, mais voici le résumé en bref. L'école devrait être un terrain neutre d'apprentissage, un lieu sécurisé qui permet à chacun de se former dans de bonnes conditions, sans inégalité ou discrimination aucune. Pour s'assurer de ces conditions optimales, le règlement intérieur comporte des règles, des droits, des limites et des devoirs, bien sûr. Enfin, s'inscrire dans l'établissement vaut acceptation automatique de son règlement, donc du cadre. Mais qui dit cadre posé explicitement dit nécessité d'adaptation à ce cadre et à ses circonstances. À ce titre, on ne peut pas mélanger le cadre scolaire avec le cadre de ville, le cadre privé, le cadre vacances. En gros, et en très caricatural, ce n'est pas parce que torse et seins nus sont autorisés sur les plages que l'on doit accepter cette nudité partielle dans le cadre scolaire. Ce n'est pas parce qu'on porte des tongs dans sa vie quotidienne que l'on doit les accepter dans le cadre scolaire. Ce n'est pas... Enfin, bref, tu as compris. Il y a une tenue pour chaque circonstance. Et ça, ce n'est pas une discrimination. C'est une adaptation aux circonstances, au contexte, au cadre. La réponse à la question est donc très simple. Non, toutes les tenues ne sont pas autorisées à l'école. Tout ce qui révèle un sous-vêtement ou une partie intime du corps semble être contraire au cadre scolaire où, je nous le rappelle, nous avons en charge des élèves mineurs, des moins de 18 ans, des jeunes en formation qui n'ont pas encore toute la responsabilité d'eux-mêmes. Absolument, rien n'empêche un élève avec jean troué d'être dans une posture de travail. Et voir le nombril d'une élève n'est pas un drame, c'est très vrai. Mais il y a une différence entre l'école, la vie quotidienne, la plage et la boîte de nuit, et ainsi de suite. Dans le cadre scolaire, les élèves, des mineurs donc, sont sous la responsabilité de l'établissement. Ils sont là pour leurs apprentissages, pas pour un défilé de mode, pas pour rester dans le même cadre que celui de leur vie privée. Parce que, justement, l'école n'est pas la vie privée. Bon, je vais devoir y venir en fin de compte. Tout dans notre ère actuelle tend à une hypersexualisation, qu'il s'agisse du corps féminin comme du corps masculin. Combien de publicités de torse nu ou de soutien-gorge apparent même s'il n'y a pas de promotion de lingerie? Combien de postures lascives et de sous-entendus sexuels? Voilà une époque qui regarde et vit le sexe librement. C'est aussi une époque de revendication, où chacun souhaite que son corps lui appartienne, cesse d'être considéré comme un objet purement sexuel. Est-ce qu'il s'agit de sexisme en soi? Plus tellement aujourd'hui. Tous les corps sont exposés pour exacerber le désir, féminin comme masculin. Est-ce qu'il s'agit d'exploitation là? Probablement oui, les industries en jouent pour faire du profit, pour toucher les cibles les plus simples à atteindre puisque ce sont les plus vulnérables, les adolescents, nos élèves. Et que font ces adolescents? Ils achètent et ils intègrent les codes d'une société plutôt dangereuse, une société qui leur montre quotidiennement quels sont les corps à magnifier et quels sont les corps à rejeter, une société qui les pousse peut-être même à grandir trop vite pour leur âge. Bref, toute cette digression pour te dire qu'une fois dans le cadre scolaire, ces adolescents que sont nos élèves intègrent ce que les publicités et leur environnement leur montrent. Si tu portes ça, tu es belle ou beau, tu seras bien vu de tes amis, tu seras populaire. Si tu te comportes comme ça, tu seras dominant ou dominante, tes amis admireront ta rébellion. Est-ce une posture de travail? Non. Est-ce que nos élèves comprennent qu'ils sont dans un cadre qui nécessite une adaptation? Pas toujours. Est-ce qu'il n'y a que du sexisme là-dedans? Ah ben comme partout, il y a des personnes profondément sexistes, mais se contenter de voir cette problématique comme du simple sexisme, c'est très simpliste. On en est au-delà de cette problématique au final, et cet argument-là sert à cacher les dessous d'un problème plus vaste. Sans jeu de mots, sans jeu de mots. Interdire le crop top serait abusif et sexiste? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le crop top qui s'arrête au nombril et celui qui ressemble au soutien-gorge sportif. Porter ce vêtement dans un gymnase pour le cours de PS est en adéquation avec le cadre. Mais est-ce qu'il a sa place dans une salle de classe? Le jean troué, que l'on assimile plutôt à une négligence ou à un manque de sérieux, a-t-il sa place dans l'établissement? Les sandales et les tongs, nos chers amis des plages, sont-elles acceptables en classe? Alors, limite ou abus tout ça? Plutôt une limite nécessaire pour séparer le cadre scolaire du reste, une limite assortie de préjugés, comme tu peux le constater. Et ces interdictions de tatouage ou de piercing, qu'est-ce que c'est?
Plutôt un abus pour le coup. Pourquoi les interdire et sur quelle base? Interdire les tatouages qui couvrent tout le corps, la tête, le crâne, les piercings visibles sur le visage, et les shorts, bermudas, jupes, une mesure excessive? Mesurer les centimètres est un abus. Mentionner les centimètres autorisés dans le règlement intérieur est un abus. Mais encore une fois, que faire du vêtement qui dévoile un bout de fesse, toute une fesse, un bout d'intimité masculine ou féminine, ou un sous-vêtement? Une partie du corps révélée intentionnellement dans la plupart des cas, qui plus est. Alors quoi? Est-ce qu'on doit tout autoriser sur le motif que la liberté personnelle prime sur le reste, et qu'on peut s'habiller à sa guise? Je fais appel à l'article L227-24 du Code pénal que voici. Je recite. Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Fin de la citation. Tu te demandes peut-être pourquoi je te cite cet article. Parce que celui-ci s'applique aux mineurs, donc au cadre scolaire, et qu'il rappelle qu'il y a des limites à ce que l'on peut tolérer dans la sphère publique, donc dans le scolaire par extension. Alors oui, aucun des vêtements précédemment évoqués ne correspond à la description, mais ceci est un rappel que tout ne peut pas être accepté ou toléré quand ça concerne des mineurs, et même des majeurs, bien sûr. Pas de jugement, pas de morale, ce n'est pas le but du podcast. On garde seulement en tête que le public dans nos écoles est majoritairement mineur et qu'il doit à ce titre bénéficier d'une sécurité et d'un cadre qui le protège au mieux, tout autant qu'il doit protéger ses droits et son individualité. Ça tombe bien, tiens. L'école est-elle un espace de liberté ou d'apprentissage? D'un côté, nous avons nos élèves qui ne sont pas seulement élèves, mais aussi adolescents, un public en pleine construction de son identité et de son avenir, un futur adulte qui apprend à devenir lui-même. Pour ce faire, il se découvre, se questionne, se revendique, se rebelle. Forcément, la tenue vestimentaire fait partie de sa personnalité, de toute personnalité en fin de compte. De l'autre côté, nous avons un cadre spécifique, celui de l'établissement scolaire, celui que l'on explicite dans tout un règlement intérieur. Un cadre pour apprendre, mais un cadre qui accueille un public en construction. Peut-on alors parler de liberté, voire d'émancipation, dans un cadre régi par des normes et des règles précises, des règles applicables à tous dans un ensemble collectif? Où est l'individuel là-dedans? Eh bien voilà, à l'école maternelle comme à l'école alimentaire, les enfants sont encore bien trop jeunes pour s'émanciper. On leur apprend à appréhender leur environnement, on renforce l'éducation parentale et les savoirs fondamentaux. Au collège, on leur apprend à apprendre et à digérer du contenu disciplinaire massif. Mais ils n'ont pas encore le temps de se trouver dans les matières, dans les sujets, dans les programmes. Leur seule voie d'expression reste finalement leur corps, leur posture, leur comportement. C'est à partir du lycée que l'élève a un peu plus de liberté, peut véritablement aller plus loin que la simple restitution de cours et s'exprimer dans le cadre scolaire. Mais soyons honnêtes quand même, cette expression reste limitée, parce que l'école est avant tout là pour instruire, c'est vrai. On ne va pas reparler des classes surchargées et des conditions qui rendraient l'expression individuelle impossible pour tous les élèves. On en retiendra juste que le lieu est pensé pour une action collective. Dur de s'émanciper dans un tel contexte. Ou pas, parce que l'école ne se contente pas que d'instruire ses élèves, elle les forme aussi à devenir citoyens, à apprendre la citoyenneté, la démocratie, la liberté. Toutes ces connaissances dispensées sont peut-être destinées à une masse, à un groupe, mais chacun est libre de se les approprier et de les réutiliser. Quant à la citoyenneté, celle-ci exige à un moment de connaître les codes de la société pour s'y intégrer au mieux, sans forcément abandonner son individualité, mais toujours en s'adaptant à la circonstance. Et c'est ça que l'école fait. Elle apprend à s'émanciper, à comprendre ses libertés en mettant un cadre en évidence, en rappelant que le scolaire n'est pas le personnel. Ce n'est pas toujours j'ai envie donc j'ai le droit, c'est aussi j'ai envie mais je respecte le cadre. Dans le cas de la tenue vestimentaire, respecter à la fois son individualité et s'adapter au cadre passe par un compromis entre ce que l'on est et la posture que l'on doit adopter. En gros, apprendre la différence entre le cadre privé et celui du scolaire, pour s'en resservir quand le cadre professionnel se présentera. Alors certes, le collectif prime toujours sur l'individuel, et l'élève n'est au final qu'un élève parmi les autres élèves, comme nous on l'est un petit peu dans notre vie professionnelle, on va pas se mentir. Mais rien n'empêche de conjuguer l'apprentissage collectif avec l'apprentissage individuel. Dans le cadre scolaire, tous acquièrent les mêmes connaissances et les mêmes codes sociaux, vivent les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes limites. Et tout cela participe à leur émancipation. Mais voilà, l'émancipation ne se mesure pas en une seule seconde. Il faut du recul pour saisir tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a engrangé.
Il y a une part de formatage par le contenu disciplinaire fixe et une part d'émancipation pour chaque individu. Et en quoi est-ce aussi important de s'en rappeler par rapport à notre sujet? Simplement parce que le point de vue académique et disciplinaire ne peut pas venir seul, qu'il faut y ajouter ce qui va permettre à l'élève de s'émanciper, de prendre sa liberté une fois sorti du cadre scolaire. Le marché du travail, vaste sujet. L'école ne règle pas tous les problèmes, elle ne peut pas non plus combattre et vaincre toutes les inégalités, mais elle peut faire quelque chose quand même. Elle peut apprendre aux élèves ce qu'est un cadre, ce qu'est une adaptation. Elle peut lui donner les clés pour comprendre l'environnement et agir en fonction. Si l'élève n'apprend pas tout ça dans l'établissement, est-on sûr qu'il l'apprendra ailleurs? C'est en fait toute une partie du public qui ne sera pas en mesure de se saisir de ces apprentissages, parce que les familles ou responsables légaux ne lui auront pas forcément appris les codes, dont celui de la tenue vestimentaire notamment. Peu importe la raison, ce n'est pas à moi de juger. Les inégalités sont partout et ne s'arrêtent pas qu'à l'école. Et dans ce contexte, l'élève qui n'a pas eu ces codes ni par l'école ni par ses proches va se retrouver confronté à la dure réalité. Par exemple, celle de ne pas être bien reçu à ses oraux ou à un entretien d'embauche parce que sa tenue n'était pas adaptée au contexte et qu'il n'en avait pas conscience parce qu'il ne l'avait pas appris. Eh bien, oui, c'est profondément injuste, discriminant peut-être me diras-tu, mais c'est une vision partagée par de nombreux pays, et c'est une réalité qu'on se doit de prendre en compte, au lieu de chercher à la nier. Évidemment que ça ne fait pas plaisir, et évidemment que ça devrait changer, mais jusqu'à maintenant c'est la dynamique en vigueur, c'est celle à laquelle on doit se conformer actuellement, la tenue lors de l'entretien d'embauche. Dans le cadre professionnel, notre réalité de terrain veut que l'on porte une tenue sobre et discrète pour l'entretien d'embauche, parce qu'on y associe l'idée de sérieux, de fiabilité et d'assurance. Je te l'ai dit, que de préjugés. Alors quand un candidat se présente en entretien d'embauche avec un jean déchiré, un bout de caleçon ou de string apparent, on s'en fiche, un nombril très visible et un décolleté plongeant, quand il débarque avec des sandales et son bermuda, malheureusement la première impression d'une bonne partie des recruteurs sera celle d'une personne pas respectueuse ou soucieuse des codes, pas sérieuse, pas fiable même. Et c'est bête de juger sur une tenue et pas sur des compétences, bien sûr, mais c'est aussi un critère de sélection redoutable. Les recruteurs ne regretteront pas, ils trouveront de retour personne. Et en attendant, c'est l'élève qui se pénalise lui-même parce qu'il n'a pas pris en considération le cadre. Allez, j'y rajoute 3 types de recruteurs. Ceux qui tiennent à une tenue adaptée à un entretien d'embauche, comme sur temps de travail. Ceux qui se fichent éperdument de la tenue d'embauche, et même de la tenue de travail en général. Et ceux qui tiennent compte de ce critère sur le seul entretien d'embauche, même s'ils ne s'en seront plus une fois la personne en poste. Bien évidemment, ceci n'est pas une généralité, tout comme le fait que certaines entreprises demandent un code vestimentaire strict et d'autres non. Apprendre aux élèves qu'ils doivent se conformer à un minimum au cadre est important. Ce n'est pas juste, ça les prive d'une partie d'eux-mêmes sur un temps spécifique. Mais l'école est un cadre, et ils ont leur vie privée pour être eux-mêmes entièrement. D'autant que certaines formations demandent un code vestimentaire strict pour des questions de sécurité ou parce que la formation exige une tenue spécifique. C'est le cas pour quelques lycées professionnels. Enfin, l'école n'est certes pas l'entreprise. Par contre, elle donne des clés de compréhension pour entrer dans le marché du travail. Il y a là une certaine continuité. Alors, en fin de compte, quelles sont les revendications de chacun? La jante féminine ne veut plus être assimilée à un objet sexuel et revendique le droit de s'habiller comme il lui plaît, sans qu'on vienne lui sortir l'argument sexiste pour le coup du garçon déconcentré s'il la voit en petite tenue. La jante masculine soutient la cause et revendique le droit d'user de sa liberté personnelle dans le cadre scolaire, sans être humiliée par des remarques qu'elle juge aussi sexistes pour les femmes autant que pour les hommes. Les parents veulent que l'établissement cesse de harceler ses enfants sur la tenue vestimentaire, parce qu'ils estiment que cela relève de la liberté personnelle. Aucun règlement intérieur ne peut discriminer un élève sur la base de sa tenue vestimentaire. Et dans tout ça, les proviseurs, les personnels pédagogiques et les personnels éducatifs ne sont eux-mêmes pas d'accord sur la manière de procéder. D'une part parce qu'on touche à la liberté individuelle et à l'identité, et d'autre part parce que les familles ont ce pouvoir de faire pression sur eux, de faire des dégâts. C'est d'ailleurs pour ça qu'il devient de plus en plus difficile de débattre calmement sur le sujet. Soit on défend farouchement le droit de porter ce qu'on veut en agitant le motif du sexisme quand ça va pas, soit on se tait même quand il y a de profonds écarts de conduite chez les élèves. Et dans tous les cas, tout le monde se pointe du doigt, se dénonce. Le fait est que personne n'arrive à s'entendre sur la rigueur à appliquer quant à ce que l'on peut accepter ou non. N'oublions pas que chaque établissement a son propre règlement intérieur, et même s'il est en principe illégal de décrire précisément les tenues vestimentaires interdites, certains établissements le font quand même pour fixer des limites claires, trop claires parfois même. Pour résoudre une bonne fois pour toutes ce problème qui conduit à bien des disputes et des abus, le monde éducatif revendique donc la possibilité de rédiger un règlement intérieur commun à tous les établissements de France. Mais quelles seraient les normes? Qu'est-ce que l'on peut accepter ou non d'un élève? À partir de quel niveau dans sa scolarité? Sur quels critères?
Définir des normes précises gomme davantage une individualité pleinement revendiquée par les élèves. Alors un règlement intérieur commun à tous, ce n'est vraisemblablement pas pour demain ou après-demain, même si ça pourrait effectivement apaiser les doutes et les tensions, ou les intensifier. Sans compter que tout le monde ne s'entend pas sur le terme à appliquer. Tenue décente, par exemple. Est-ce que ce terme recouvre toute exhibition sexuelle ou juste certaines parties du corps à ne pas montrer en public? Décidément, ce n'est pas simple. Et si on pouvait en parler sereinement? Le sujet est brûlant parce qu'il touche à une partie de l'identité. Alors pour un tel sujet, les élèves doivent y participer aussi, puisque ce sont quand même eux que ça concerne en premier. Leur parler en individuel peut leur faire comprendre les enjeux autour de la tenue vestimentaire. C'est d'ailleurs ce qui se fait actuellement. Mais pourrait-on aussi dialoguer collectivement pour que tous et chacun comprennent d'abord que la démarche n'est pas sexiste, n'a pas vocation à le devenir et sera sévèrement sanctionnée si elle venait à le devenir. Et ensuite, pour permettre de se responsabiliser, de réfléchir posément, à analyser le débat et en tirer quelque chose de constructif. Pourquoi ne pas proposer d'écrire une charte vestimentaire? Ouvrir un débat sur un temps défini, voire sur plusieurs temps. Laisser chacun prendre la parole à l'oral ou par des travaux écrits. Faire une prise de note de tout ce qui est échangé sans moraliser. Et prendre un à un tous les arguments, les développer, donner des exemples concrets. Tout ça dans le but de faire une charte signée par tous, tout en apprenant ce qu'est un compromis, ce qu'est l'émancipation, ce qu'est l'adaptation. Et évidemment, ceci n'est qu'au niveau local et la charte n'aura aucune valeur face au règlement intérieur. Et sans concertation nationale, le débat sur la tenue vestimentaire est appelé à ne jamais se finir, même avec des initiatives locales. Mais si le débat revient aussi souvent, c'est peut-être le signe qu'il faut agir dessus et réadapter la politique des règlements intérieurs pour prendre en compte les situations observées. Et ne plus juste se contenter de voir le sujet sous une seule dimension, ne pas faire dans la provocation, juste argumenter et s'écouter pour une prise de conscience nécessaire. Mon vécu aura sûrement joué sur ma réflexion et mon analyse. Pas que je sois particulièrement crispée sur la question, au contraire, mais la protection de l'enfance me tient particulièrement à cœur, comme pour beaucoup de mes collègues je pense. Derrière cette bête histoire de sexisme, j'y vois surtout une enfance qui grandit trop vite, que l'on force peut-être à grandir trop vite même. Avoir moins de 18 ans ne veut pas dire être privé de liberté ou de tout devoir envers les adultes, mais ça ne veut pas dire non plus avoir tous les droits ou n'avoir que des obligations. Quand j'étais élève, je portais du noir en permanence, et toutes les semaines ou presque, on m'incitait à porter autre chose que du noir. Comme quoi, la tenue vestimentaire ne s'arrête pas qu'à une norme. Des remarques pour que je sois plus féminine aussi, et là, je les ignorais complètement, parce que je n'ai pas vraiment besoin d'une jupe ou de maquillage pour savoir qui je suis. Et en tant que personnel de vie scolaire, j'ai vu des élèves se pointer avec des tenues pas franchement adaptées au cadre. Le fameux jean déchiré qui laisse entrevoir davantage de peau que de tissu. Le manteau douillet avec qui il faut batailler pour qu'il quitte son bien-aimé propriétaire. Tout à l'heure, je te parlais de la différence entre le crop top du nombril et celui qui ressemblait plus à un soutien-gorge qu'autre chose. Je l'ai eu aussi celui-là, et je n'ai fait aucune remarque aux élèves, parce que mes collègues ne m'ont jamais spécifié que je devais faire quoi que ce soit à ce niveau. En clair, il n'y avait pas vraiment de politique claire à ce sujet. Je n'adhère pas forcément, mais je reste à ma place. Je ne juge pas, et je m'assure que tous mes élèves puissent venir tels qu'ils sont, sans être harcelés ou maltraités. Là où je perds probablement mon objectivité, c'est sur ce qui est acceptable ou non au collège. D'accord, le lycée c'est pas plus mature que le collège, les élèves restent mineurs, mais voir des élèves aussi jeunes déjà en roue libre sur la tenue vestimentaire, comment adhérer? Des mineurs qui ne sont pas encore en pleine responsabilité, influençables, vulnérables. Sûrement un avis biaisé par le vécu, mais c'est ici que malheureusement, je me dis que liberté au collège rime aussi avec irresponsabilité. Parce qu'à un aussi jeune âge, il suffit de peu pour que tout s'écroule. Et moi je me pose cette question, comment protéger nos élèves si l'on n'arrive même plus à s'entendre sur l'acceptable ou non, le cadre ou non? À l'aspect identité se rajoutent les notions de liberté individuelle, de sphère publique et scolaire, et le droit. Si l'on ne risque pas de s'accorder sur la manière d'aborder la tenue vestimentaire adaptée au cadre scolaire, on peut au moins comprendre que les arguments suivent l'évolution des mœurs et des revendications. Juste une question alors. Imposer une norme vestimentaire collective résoudrait-il les problèmes de fond d'émancipation et de protection autour des élèves? Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Autant rester sur les sujets qui font grincer les dents, tiens. On va papoter autour du public, de l'agricole et du privé. Et on va le faire sans tomber dans le préjugé. Porte-toi bien et ne baisse pas les bras.